bonsoir à tous, soyez les bienvenus au rendez-vous, votre magazine culture et société. Il peut sonder votre esprit, non pas avec de la magie ou un test de Rorschach, mais avec un questionnaire et des chiffres. Ce soir, rencontre avec Hugues Cazenave, président fondateur d'Opinionway. Nous parlerons de la mécanique des sondages. Comment sont-ils effectués et qu'est-ce qu'un panel représentatif ? Influence, les sondages ont-ils un impact sur nos décisions ? Enfin, spécificité corse, que disent les chiffres ici? On en parlera avec Jérôme Paul, président d'Opinion of Corsica. Hugues Cazenave, bonsoir, soyez le bienvenu sur le plateau du rendez-vous. C'est un plaisir de vous accueillir. Plaisir partagé. Nous allons donc faire des présentations. Hugues, on va essayer également de revenir sur votre parcours et de découvrir l'envers du décor des instituts de sondage, comprendre comment tout ça fonctionne. Vous êtes donc normalien, oui. Agrégé de sciences sociales, c'est compliqué à dire, directeur général d'Infométrie et directeur général adjoint d'Ipsos Opinion. Ça, c'était avant de cofonder l'Institut Opinionway. Aujourd'hui, c'était en l'an 2000. Aujourd'hui, président de cet institut de sondage. Alors, à l'instar de vos élèves, ce que je vous propose de faire, élèves de Sciences Po et de HEC, c'est de nous expliquer la particularité d'Opinionway. Comment le projet est-il né ? Alors le projet, il est né assez simplement. Fin des années 90, on parlait beaucoup d'Internet, c'était le début d'Internet. Et c'était les startups qui étaient à la mode. Et donc on disait, si on n'a pas monté sa startup, on a raté sa vie, en gros. Bah oui. Et donc on s'est dit, pourquoi pas nous, avec deux camarades, on était chez Ipsos à l'époque. Et on a décidé de fonder le premier institut d'études et de sondage utilisant Internet. Et donc on a été pionniers avec Opinionway sur ces premières enquêtes en ligne au tout début des années 2000. C'est donc ça sa particularité. C'est toujours, aujourd'hui, ce qui caractérise par rapport aux autres instituts. Alors aujourd'hui, tous les instituts utilisent Internet pour réaliser leurs enquêtes, mais on a essayé de garder cette touche d'innovation, de pionnier, et aujourd'hui, il y a d'autres formes d'innovation dans notre métier. Dans cet univers très particulier, est-ce que dans l'inconscient collectif, sondage égale forcément politique ? Alors oui, c'est vrai que c'est la partie un peu visible de l'iceberg, c'est ce que tout le monde connaît à travers les médias, on voit beaucoup de chiffres, d'enquêtes, de sondages politiques. Mais en réalité, quand on regarde un peu ce qui se passe dans nos entreprises, dans nos sociétés, c'est une toute petite partie du chiffre d'affaires. Et je dirais que c'est autour de 1 à 2% à peine de notre chiffre d'affaires. Le reste, ce sont des enquêtes marketing pour des entreprises, pour tous les secteurs d'activité et qui sont confidentiels, qui ne sont jamais publiés et qui servent d'outils d'aide à la décision pour les grandes entreprises, finalement. Alors c'est étrange, jamais publié, pourtant les sondages font quand même pas mal parler d'eux. Est-ce que ça devient un outil de communication, le sondage ? Alors c'est vrai que pour beaucoup d'entreprises, le fait de prendre la parole à travers des résultats d'enquête, alors moins politiques bien sûr, mais sur leur secteur d'activité, c'est vrai que c'est un moyen de s'exprimer dans le débat public et de raconter autre chose que mon produit est le meilleur du marché et d'avoir une démarche un peu plus sociétale, un peu plus globale. Et donc c'est un outil de communication qui est assez efficace, oui, c'est vrai. Mon produit est le meilleur du marché, mais c'est pas moi qui le dis. Non, c'est ça, ce sont les Français qui le disent. Puisqu'on a fait un sondage. Alors comment ils sont effectués, ces sondages ? Alors il y a plusieurs manières de procéder. En fait, il y a plusieurs manières d'interroger nos échantillons. Je dirais que dans les années, au tout début des années 50-60, c'était le face-à-face. On interrogeait, non pas dans la rue comme on le croit parfois, mais à domicile. Dans les années 80, c'était le téléphone qui était l'outil dominant. On l'utilise encore aujourd'hui. Et c'est vrai que depuis les années 2000, c'est plutôt Internet qui, à l'échelle de la planète, devient le moyen idéal pour interroger des échantillons. Même si on continue à faire des enquêtes en face-à-face et par téléphone, Internet reste le meilleur moyen aujourd'hui. N'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Oui, c'est un peu ça. Disons que c'est un avantage, c'est que c'est plus rapide, c'est moins cher et on peut même considérer que c'est plus fiable pour un certain nombre de raisons. Alors, légende urbaine ou réalité, certains sondages seraient effectués contre rémunération ou cadeau. Est-ce que c'est vrai ? Alors, c'est vrai quand il n'y a pas d'enquêteur. Par exemple, quand on travaille par Internet, qu'on veut interroger un échantillon par Internet, si vous ne récompensez pas les répondants, ils ne répondent pas. Et ils ont compris finalement la logique un peu marchande du monde d'aujourd'hui. Ils savent qu'une enquête, ça permet à certains de gagner de l'argent. Et donc ils veulent participer eux aussi à la loterie. Et donc, alors, c'est pas une activité très rentable pour les répondants. Pourquoi ? Puisqu'en moyenne, on leur donne à peu près, sous forme de bons d'achat,
50 centimes d'euros par enquête. Oui, c'est un pour petit 10 morceau minutes. du gâteau alors. C'est un petit morceau du gâteau, voilà. Mais ça permet d'assurer une certaine fiabilité, d'avoir un taux de réponse efficace et d'avoir surtout des réponses de qualité. Donc on ne s'en cache pas. Ah non, on ne s'en cache pas, on le revendique et même nos clients souhaitent que ça se passe comme ça, sinon ça serait biaisé que de ne pas le faire. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a une marge d'erreur dans ces sondages qui sont effectués? Oui. Bien sûr, il y a toujours des marges d'erreur. On repose sur des techniques statistiques et donc dans les statistiques, dès qu'on mesure quelque chose, que ce soit à travers un microscope, à travers nos enquêtes, c'est la même chose. Il y a une marge d'erreur que l'on calcule. On peut calculer une marge d'erreur. Je ne vais pas vous faire un cours de statistique aujourd'hui, je vous rassure, mais ça se calcule très bien. Et il faut simplement savoir que les chiffres que l'on donne ne sont pas précis à la virgule près, mais qu'il y a une petite marge d'incertitude qui est assez limitée, mais qui existe. Alors du coup, du fait de cette marge d'erreur, est-ce que les résultats sont corrigés ou réévalués et du coup, de quelle façon? Oui, alors on essaie évidemment d'affiner au maximum notre modèle économique qui repose sur notre précision. Plus on est précis et plus on est légitime, crédible et plus on gagne des clients. Donc il faut absolument qu'on soit le plus précis. Donc nous avons des techniques statistiques pour affiner les résultats, pour réduire cette marge d'erreur, en augmentant par exemple la taille de l'échantillon ou en corrigeant avec des questions un peu plus précises qui nous permettent de mieux cadrer par exemple la population qu'on interroge. Est-ce qu'on peut bidonner les sondages, alors, on peut résultats? tout bidonner, hein. Franchement, dans la vie, on peut tout bidonner. Mais en fait, c'est l'intérêt de peu de monde. En tout cas, c'est certainement pas l'intérêt des sociétés d'études. Parce qu'encore une fois, un institut qui se trouve sur un marché concurrentiel, s'il s'amuse à bidonner, ça se voit tout de suite. Parce que le lendemain, il y a une enquête qui donne des résultats inverses. Le surlendemain, il y a un troisième institut qui donne des résultats également très éloignés. Ça se voit tout de suite. C'est pas notre intérêt. Et je vais vous dire une chose. Je fais ce métier depuis assez longtemps. Personne ne me l'a jamais demandé. Ça viendra peut-être, mais... Ni les lobbies, ni les Illuminati, personne? Non, parce que ce sont les enquêtes publiées, la plupart du temps, ce sont les médias qui commandent les enquêtes. Et les médias souhaitent évidemment avoir le plus de précision, comme nous. Et donc, on n'a pas du tout envie de s'amuser à ces petits jeux-là. Alors, sauf peut-être dans l'affaire des sondages de l'Élysée. Alors l'affaire des sondages de l'Élysée, c'est pas tellement une affaire de changement de résultat. C'est tout simplement le fait que pendant des années, pendant des décennies même, depuis les débuts de la Ve République, il n'y avait pas d'appel d'offres pour l'Élysée. À tort ou à raison, je ne suis pas là pour en juger, mais c'était comme ça, et tout, que ce soit pour les sondages, ou pour les petits fours de la Garden Party, ou pour la tondeuse à gazon des pelouses de l'Élysée, personne n'a jamais respecté le code des marchés publics, et tout le monde, c'était un usage, peut-être répréhensible, mais en tout cas, sous Mitterrand, sous Chirac, sous Giscard, il n'y a jamais eu d'appel d'offres pour quoi que ce soit. Et donc, quand Nicolas Sarkozy a demandé à la Cour des comptes de vérifier les dépenses de l'Élysée, tout le monde s'est rendu compte, a découvert en quelque sorte, qu'il n'y avait pas d'appel d'offres à l'Élysée pour les sondages, mais pour rien. Et c'est à ce moment-là que cette affaire a démarré et qu'il y a eu un certain nombre de mises en examen. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'Opinionway a beaucoup travaillé pour l'Élysée et on ne s'en cache pas et on en est même assez fiers. Moi, j'ai toujours travaillé pour l'Élysée dans ma petite carrière avant Nicolas Sarkozy et Opinionway n'a pas été mise en examen. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va poursuivre. Les sondages sont critiqués, indéniablement, et pourtant ils sont incontournables. De ce fait, il existe une commission qui va limiter la publication de tous ces résultats pour éviter, j'imagine, trop de chiffres. Alors le rôle de la commission, le rôle de la commission, c'est de contrôler la qualité des enquêtes qui sont publiées sur des sujets politiques. Donc ça ne concerne que les sondages publiés et que les sondages politiques. Et nous devons effectivement, à chaque fois que l'on produit une enquête et qu'on la publie dans des médias, on doit remettre un dossier qui est vérifié par la commission des sondages. Alors, donc on est un métier qui est quand même très contrôlé, très réglementé, je dirais un peu à la française. Et c'est un cas unique au monde parce que dans la plupart des pays du monde où il y a des sondages publiés, aux États-Unis, en Angleterre, il n'y a pas de commission des sondages. Je ne sais pas si ça se passe beaucoup plus mal. Et pourtant, on est très pointu en France. Alors, effectivement, c'est une des professions, un des secteurs d'activité où les Français sont considérés comme plutôt pas trop mauvais, voire certains disent les meilleurs du monde. C'est pas à moi de le dire. C'est le moment d'être chauvin. Alors, est-ce que la même question, qui serait posée à deux instituts de sondage différents, obtiendrait forcément la même estimation ?
Alors, si la question, effectivement, est formulée de la même manière, si l'échantillon est d'une structure comparable et si le mode d'interrogation est le même, toute chose égale par ailleurs, il y a très peu de risques qu'il y ait des écarts. Il peut y avoir des écarts d'1 à 2 points, ce sont les fameuses marges d'erreur, mais en général, d'ailleurs, ça se constate assez vite, quand vous regardez les sondages de popularité, les résultats sont très proches pour les différents politiques. Et quand il y a des écarts, ce sont généralement des formulations de questions qui sont un petit peu différentes. Et un mot différent peut d'ailleurs engendrer des différences dans les taux de réponse. Ça peut tout changer? Pas tout, je dirais, mais ça peut changer. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que une bonne image pour un homme politique, ça n'est pas la même chose que la satisfaction à l'égard de son action. Ce sont deux choses différentes. Donc il est assez logique que les Français, qui sont loin d'être idiots, répondent de manière différente à deux questions différentes. Ce n'est pas la même appréciation. Est-ce qu'on peut faire dire n'importe quoi avec une formulation de questions? Ce qui est intéressant dans les enquêtes, je trouve, c'est qu'on travaille avec des mots, avec une matière verbale. Et les mots sont des stimuli et ils provoquent des réactions. Et selon les mots que vous allez utiliser, eh bien, vous aurez des réactions un petit peu différentes, des oui, des non, des d'accord, des tout à fait d'accord, pas d'accord. Bon, il n'y a pas de formulation idéale, bien sûr, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est de comparer, d'avoir plusieurs formulations et de comparer, d'analyser en détail les effets de ces différentes formes de formulation de questions. C'est pas une science exacte, mais il n'y a pas d'à peu près. Alors, c'est difficile à décrire tout ça. Je dirais que ça, à la fois, ça repose sur des bases scientifiques, et notamment la théorie des grands nombres, la loi des grands nombres et les théories statistiques. Donc là, on est dans l'univers de la science. Mais comme on travaille avec les mots, on est plutôt dans l'artisanat. C'est un peu de l'artisanat de luxe qui repose sur des bases scientifiques. Hugues, est-ce que les sondages, ça n'est pas que de la politique? Est-ce qu'Internet a changé la précision des mesures? Est-ce qu'il existe une spécificité corse en matière de sondage? Je vous propose d'en parler avec Jérôme Paul. C'est le moment de la rencontre. Suivez-moi. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Merci d'être au rendez-vous. Merci à vous. Jérôme Paul, président d'Opinion of Corsica. Voilà. Alors, à l'évidence, vous vous connaissez. Je vais pas petit peu. Un tout petit peu. Je vais donc vous demander comment vous vous connaissez. On s'est rencontrés. En fait, nous, on a une société qui fait du conseil en communication sur la Corse et j'avais en tête d'avoir un outil pour mesurer un peu les actions qu'on pouvait mettre en œuvre. Et je m'étais dit, ça serait intéressant de faire des sondages sur la Corse. Et par un ami commun, qui est dans le monde politique, j'ai rencontré Hugues un jour au Bourbon, qui est le café référent près de l'Assemblée nationale. Je lui ai évoqué cette idée-là et on s'est tapé sur la main et on m'a dit essayons démarrons, commençons par faire un sondage en Corse pour voir un peu ce que ça donne. Oui, tout de suite. Oui, tout de suite, c'est difficile de refuser d'abord de nouvelles activités et surtout en Corse. On ne réfléchit pas très longtemps quand on nous propose de travailler en Corse. Justement, pourquoi créer une boîte de sondage en Corse? Est-ce qu'il y a une particularité insulaire? Alors déjà, pourquoi créer une société de sondage en Corse? Parce que nous, on en avait professionnellement, comme je vous le disais tout à l'heure, on en avait besoin, il nous fallait des outils. L'intérêt, en ayant une antenne et en étant sur place, c'est qu'on peut aussi accompagner les clients. Parce qu'un sondage, c'est des études, donc il y a la partie d'interrogation, mais en amont, il y a une préparation. On prépare un questionnaire, et l'intérêt, c'est qu'il y a une proximité en étant sur place, que les autres instituts de sondage n'ont pas. Donc d'être adossé à Opinionway, ça donne une vraie complémentarité. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est l'aspect, j'allais dire presque commercial et pratique. Et puis le deuxième aspect, c'était de s'intéresser, de savoir si est-ce qu'il existe une opinion corse, par exemple. Est-ce qu'il y a des différences? Nous, le slogan d'Opinion of Corsica, c'est parce que les Corses ne pensent pas forcément comme les autres. Alors, c'est pas qu'une baseline, c'est aussi une réalité. Par exemple, si on prend l'exemple des élections présidentielles avec François Hollande, qui avait été élu, on s'est aperçu qu'en Corse, tout le monde avait voté Sarkozy. Donc il y avait un différentiel, et que sur certaines thématiques, nous on fait souvent des sondages sur des questions de société, il arrive parfois qu'il y ait un différentiel. Par exemple sur le mariage mixte, on avait vu qu'il y avait une différence entre les résultats qu'il pouvait y avoir de l'opinion nationale et de l'opinion corse.
Donc on peut considérer qu'il y a une spécificité insulaire. Alors, oui, qui mais fait parce quoi qu'elle existe de fait dans la société. Donc l'Institut de sondage, il fait une photographie de la société. Donc mécaniquement, s'il y a une différence sociétale, elle va apparaître dans les sondages. C'est un instantané. Alors qui fait quoi? Parce que l'expertise, vous ne l'aviez pas forcément en matière de sondage. D'où l'intérêt d'être adossé à OpinionWay. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est que on accompagne les clients et les personnes qui demandent de faire des sondages en amont, déjà. C'est la partie du questionnaire. Qu'est-ce que vous voulez tester? Qu'est-ce que vous voulez sonder? On est aussi force de proposition. Pour des collectivités, pour des entreprises, on leur propose des études sur leur image, sur les priorités des Corses. Ben, il y a une partie commerciale évidemment, mais après il y a la première partie qui est la préparation du sondage, et après on s'appuie sur toute la mécanique OpinionWay, donc notamment la partie interrogation, la définition des panels, parce que ça c'est leur cœur de métier, leur expertise. Et puis l'intérêt qu'il y a à être adossé comme ça à une société nationale, c'est qu'on peut faire, pour parler un peu, on peut faire du benchmarking, c'est-à-dire qu'on peut comparer des résultats qu'on a ici avec les résultats qui sont des résultats nationaux. Par exemple, quand vous faites une question sur quelles sont les priorités des Français en matière d'économie, et qu'on fait la même chose ici, on va pouvoir mesurer, voir les différences sur la pauvreté, sur les problématiques, ça peut être aussi sur l'autonomie de la Corse, par exemple sur des sujets aussi très politiques. Évidemment que quand on interroge les Corses sur l'autonomie et l'indépendance, on n'a pas forcément les mêmes résultats que quand on le fait sur le continent. Mais l'intérêt d'être adossé à Opinion, c'est d'avoir ces valeurs de... Donc vous pouvez croiser les... On peut croiser les courbes d'expérience. effectués. Et c'est les courbes d'expérience. Vous validez les questions aussi? Oui, non mais Jérôme a Oui. bien résumé les choses. C'est vrai que pour nous, ça, du point de vue d'OpinionWay, l'intérêt de ce partenariat, il est majeur parce qu'on a à la fois quelqu'un qui assume ce rôle commercial que nous, on pourrait difficilement gérer à distance. Légitimement. Tout à fait. Mais il y a quelque chose que peut-être Jérôme ne dit pas assez, c'est qu'il y a quand même une connaissance culturelle très forte. On sait bien qu'il y a des spécificités corses très fortes, notamment dans la culture et dans les opinions. Et ça, c'est vrai qu'on mesure moins, par exemple, pour la formulation des questionnaires. Ça peut être très utile et très important. Et je crois que c'est une vraie valeur ajoutée de ce partenariat que n'auraient pas d'autres instituts. C'est justement cette double culture, l'expertise et la culture locale. Et puis il y a aussi la présentation des résultats. C'est-à-dire que quand on fait un sondage, c'est la proximité. Quand on fait un sondage, il y a des résultats. C'est vrai que nous, on va les présenter sur place. On accompagne après les clients. On leur fait aussi des recommandations de valorisation, de communication par rapport aux études qui ont été réalisées. On est sur place. Et c'est toujours un atout. Un sondage pour n'importe quoi. Quels sont les types d'études justement qui vous sont commandées? Il y a, pas pour n'importe quoi, mais, dans tous les secteurs. Il y a plusieurs sondages. Comme disait Hugues tout à l'heure, il y a la partie politique qui est vraiment la face visible de l'iceberg, mais il y a des entreprises qui peuvent faire des sondages sur leur notoriété, sur la satisfaction client, des collectivités sur la perception de l'action politique, sur comment sont perçues leurs actions, quelles sont les priorités des Corses. Quand on fait là, il y a un grand débat qui a été lancé récemment autour de la précarité en Corse. Qui vient d'être lancé par les 3 présidents de l'Assemblée, de l'exécutif et du CESEC. Bon, ce qui est intéressant de savoir, c'est prioritairement, qu'est-ce qui est le plus important pour les Corses? Ça peut être un outil d'aide à la décision et d'aide à l'action politique. Ça devient un outil, vraiment. Mais un sondage, pour moi, c'est un outil d'aide à la décision. Ça peut mesurer des actions et voir si ce que font les politiques en particulier correspondent aux attentes, sachant qu'un politique a aussi le droit de dire, moi, il y a une opinion qui dit ça, mais je vais faire l'inverse. Oui, c'est pas qu'une enquête de satisfaction Non. Oui, et moi je trouve que je dirais pas mieux que Jérôme, mais c'est vraiment permettre aux décideurs de décider en connaissance de cause, d'y voir clair sur l'environnement, sur les attentes de leurs clients, des électeurs, des citoyens. C'est ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut suivre à la lettre les résultats de l'enquête, mais il faut décider en ayant une vision la plus claire possible. On n'a jamais une vision pure et parfaite, mais avec les enquêtes, on a quand même une vision plus précise et on peut décider. On peut décider, je crois, mieux, en tout cas en prenant en compte les attentes de la population qui est concernée par la décision. C'est d'abord, que ce soit pour des entreprises ou pour des hommes politiques, les sondages, ce sont des outils d'aide à la décision. Dans les deux cas.
Si demain vous faites une satisfaction client sur une compagnie de bateau, une compagnie aérienne, Ou sur une chaîne de télévision. ou des chaînes de télévision, par exemple, on va avoir un retour qui va donner une photographie. Alors après, l'entrepreneur ou l'homme politique, il en fait ce qu'il veut de ce retour. Ou il dit, moi, je considère que mon service est bon, ou sinon, ben là, je vois que j'ai une faille, donc je vais l'améliorer. Et un homme politique, quand je vous disais tout à l'heure, on n'est pas obligé d'aller dans le sens de l'opinion. On a l'exemple absolu qui est l'abolition de la peine de mort, où tout le monde est contre. Et contre, hein. Oui, oui. Et Mitterrand dit, moi, j'abolis la peine de mort. Donc, mais comme tu disais très bien, c'est en connaissance de cause. Et après, ça devient un choix décisionnel. Je dirais un mot sur la peine de mort, parce que c'est un sujet effectivement très, très important. La peine de mort, effectivement, quand on regardait à l'époque de François Mitterrand les résultats des enquêtes, effectivement, une majorité de Français étaient favorables à la peine de mort, donc opposés à son abolition. Mais si on regarde les résultats d'un peu plus près, si on les analyse, on s'apercevait à l'époque que l'électorat de François Mitterrand, celui qui lui permettait finalement d'être élu ou réélu, lui était majoritairement favorable à l'abolition de la peine de mort. Donc vous voyez, c'est ce genre de décision qui peut être prise grâce à une meilleure connaissance, une meilleure appréhension de l'opinion. Et aujourd'hui, je crois que... Voilà. Bon, c'est pas impossible de gouverner contre l'opinion. Non, pas du tout. Pleine période de crise des Gilets jaunes. Bien sûr. Emmanuel Macron essaye de s'adapter, mais le fait est, les décisions prises étaient souvent à l'encontre de l'opinion publique. Oui, mais si vous voulez, aujourd'hui, dans un contexte d'impopularité politique, par exemple, pour l'exécutif, le fait d'y voir clair, d'analyser, bien sûr, l'impopularité, mais peut-être surtout les raisons, les facteurs qui construisent cette impopularité, c'est utile pour communiquer et parfois, moi j'irai un peu plus loin, c'est utile pour l'intérêt général parce que des bonnes réformes qui sont mal expliquées, mal comprises par les Français, eh bien, le fait de mesurer cette incompréhension, le fait de mesurer cette hostilité qui est peut-être liée à un défaut de communication, c'est utile pour l'exécutif, c'est utile pour les communicants de l'exécutif qui peuvent ainsi mieux communiquer et donc faire avancer des réformes qui sont nécessaires pour le pays. Alors, on l'a dit, les sondages, c'est pas que de la politique, surtout à l'échelle nationale. Est-ce que c'est vrai en Corse ? Ah oui, non, c'est pas que de la politique. On est d'accord. Si je prends le chiffre d'affaires, on est dans les mêmes ratios. Je suis dans les mêmes ratios qu'Opinionway en national. Donc pas de spécificité insulaire de ce point de vue-là. Ah non, mais sur l'activité d'une société de sondage, il n'y a pas de spécificité. Que vous fassiez du sondage, quel que soit le lieu géographique, vous avez la même offre. Mais il y a une spécificité, peut-être parfois, sur ce que pensent les Corses par rapport sur l'opinion. Mais là, c'est un truc très particulier. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut poster un sondage sur les réseaux sociaux ? Est-ce que ça vous crée de la concurrence ou est-ce qu'au contraire, vous en servez, ça devient un outil pour vous ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des plateformes digitales, il y a des outils qui permettent de réaliser soi-même dans son coin un petit sondage rapide, pas cher, voire gratuit dans certains cas. Donc c'est plutôt une bonne chose. Moi, tout ce qui peut favoriser finalement la connaissance et l'accès des citoyens à des nouveaux outils, je trouve ça très bien. Est-ce que ça nous concurrence ? Non, parce que on n'est pas sur les mêmes marchés, on n'a pas les mêmes commanditaires, on n'a pas les mêmes enjeux et la différence, elle est patente, elle est très manifeste pour nos clients. Ils savent bien ce qui a de la valeur et ce qui en a peut-être un peu moins. Ça peut vous être utile ou pas du tout ? Dans certains cas, ça peut nous être utile pour bien montrer quelle est notre valeur ajoutée. Et je dirais même que ça peut nous pousser... Non, mais bien sûr, ça peut nous pousser à être encore plus pertinent et avoir encore plus de valeur pour nos clients. Donc moi, je vois plutôt un intérêt. Moi, je vois aussi un danger. Parce que, pour parler un peu plus clairement. Le côté sombre. Oui. Non, c'est que quand les gens lancent des sondages sur Facebook, sur des sites de médias, un sondage est toujours fait par rapport à un panel dit représentatif. Donc ça, c'est quand même le fondamental du sondage. C'est quoi un panel représentatif d'ailleurs ? Alors un panel représentatif, c'est en fonction des catégories socio-professionnelles, des tranches d'âge, sur une répartition géographique. On sait qu'en Corse, il y a 52% d'hommes, 48% de femmes, X% qui ont entre 25 et 40. Donc l'idée, c'est d'interroger des gens sur toutes ces catégories. Demain, vous faites un sondage sur Facebook. Premièrement, vous pouvez avoir des associations, des syndicats, des lobbies qui vont répondre majoritairement à cette question.
et donc fausser le résultat. Il n'y a pas de représentativité de la population. Donc ça, je pense que c'est un danger. C'est important. Et vous pouvez aussi, les gens qui y vont sont des gens qui sont motivés. Alors que nous, quand on fait un sondage, on interroge potentiellement tout le monde. On va un peu à la pêche aux clients. Là, c'est des gens motivés qui vont y aller. Donc des gens qui ont une opinion, déjà peut-être préformatée. Donc ces sondages, pour moi, ils ne veulent pas dire grand-chose, voilà, très clairement. Et ils peuvent être dangereux parce qu'ils donnent des informations qui sont fausses. Bon pour une fois, c'est moi qui vous ai sondé. Voilà. J'aurais eu votre avis sur la question. Merci infiniment, messieurs, d'être venus au rendez-vous. On rappelle Jérôme Paoli, le président d'Opinion of Corsica, et Hugues Cazenave, président d'Opinionway. Alors, si vous avez envie d'en savoir davantage sur la mécanique des sondages, je vous invite à lire le livre La guerre des sondages aux éditions Brochet, et c'est signé Hugues Cazenave. Merci à tous de nous avoir suivis en direct ou en replay. Vous le savez, le rendez-vous, c'est où vous voulez et quand vous voulez. Excellente soirée à tous. Ciao.